Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Dans les Yvelines, l'association Delos API s'attelle à développer le bon accueil des enfants déficients intellectuels sur le département à travers notamment des instituts médico-éducatifs et des services d'accompagnement des familles. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Richard Sylvain Hulot-Adavis, directeur du pôle IME au sein de Delos API, et Laetitia Laurent, chef de service de l'antenne TSA et de l'UEME à Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai pu faire une très brève présentation de l'association Delos API 78 avec une date, le 1er janvier 2015. C'est la date officielle où l'association devient Delos API. Mais l'histoire de cette association nous ramène finalement dans les années 60. Des parents voulaient trouver une solution d'accueil et d'éducation pour les enfants déficients intellectuels. Comment l'association a évolué et surtout que permet-elle aux familles et aux enfants déficients intellectuels sur le département ? Eh bien, l'association, effectivement, comme vous le rappelez, est la fusion de 3 associations. Une qui était sur le bassin du Mantois, une qui était sur le bassin de la ville nouvelle de Saint-Quentin, et une plus petite qui était sur Limay et Plaisir, qui accompagne des personnes avec troubles du spectre autistique. Donc, après 3 ans de fiançailles, le 1er janvier 2015, l'association a fusionné. Alors, oui. Au départ, c'était plutôt un public déficient intellectuel. Aujourd'hui, on parlera plus facilement de personnes en situation de handicap, des jeunes de 3 jusqu'à plus de 60 ans aujourd'hui. Voilà. Et les handicaps, il y en a donc plusieurs. Ça peut être de la déficience intellectuelle, légère, moyenne ou profonde, mais ça peut être aussi des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Ça peut être des problématiques psychiatriques, psychiques, diverses et variées. En fait, voilà, c'est très hétérogène comme public. Voilà. On parle de situation de handicap pour dire en fait que ce n'est pas la personne qui est handicapée en elle-même, mais c'est la situation dans laquelle elle va vivre qui va faire qu'elle sera en situation de handicap. Donc parmi justement l'évolution des objectifs, c'est justement de ne plus dire déficience intellectuelle, mais de préférer le terme situation de handicap pour justement voir la personne au-delà du handicap. L'idée principale, c'est justement de mieux vivre son handicap. C'est d'ailleurs le slogan de votre association. Sur le département et en Île-de-France, plusieurs structures d'accueil et établissements existent. Il y a donc les instituts médico-éducatifs pour IME, les établissements ou services d'aide pour le travail pour ESAT, ou encore un établissement de services éducation spéciale et aide à domicile pour CESAD. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de ces différents établissements, en commençant par l'IME ? Alors, oui, on va commencer par l'IME, puisque l'IME accueille des enfants. Voilà, de 3 à 20 ans. Voilà. Donc, l'objectif de l'association, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur vie, pour leur permettre d'accéder aux droits et devoirs de tout citoyen. Voilà, donc on essaye de faire en sorte de les préparer à occuper une place de citoyen la plus proche de celle d'un citoyen, on va dire, entre guillemets, ordinaire. Voilà, donc les IME, les instituts médico-éducatifs, accompagnent ces jeunes, leur permettent d'avoir à la fois des soins, à la fois tout un accompagnement dit éducatif, et puis aussi pédagogique, puisque nous avons la chance d'avoir aussi des enseignants de l'éducation nationale qui travaillent au sein des IME. Nous avons, donc là, ce sont pour des enfants qui sont majoritairement en incapacité d'être à l'école. Alors, ce n'est pas eux qui sont en incapacité, on dira plutôt que l'école est dans l'incapacité de les accueillir. Voilà. Mais nous avons ce que nous appelons des parcours partagés, où un jeune peut être à la fois à l'école et à la fois à l'IME. Et puis pour ceux qui sont plus en capacité d'aller à l'école, ou pour laquelle l'école est plus en capacité de les accueillir, il faut vraiment que je change mon vocabulaire, eh bien nous avons le CESAD, qui est un service d'éducation et de soins à domicile, le domicile étant le lieu de vie de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit au centre aéré ou que ce soit à la maison. Et donc là aussi, nous avons un CESAD pour ce qui concerne l'association Delos API 78, plutôt sur le Mantois, qui intervient sur le bassin de Mantes et qui accompagne des jeunes de 6 à 20 ans, de l'école élémentaire jusqu'au lycée professionnel, voire plus. On va se concentrer justement sur ces instituts médico-éducatifs. Quels sont les bénéfices d'inscription d'un enfant en situation de handicap dans un institut médico-éducatif, donc IME ? Le bénéfice principal, c'est de les accompagner, de les préparer à pouvoir occuper et avoir un projet de vie après l'IME, professionnel ou pas, dans les meilleures conditions.
Donc on va leur prodiguer du soin. Donc ils auront la chance d'avoir du soin par le biais d'interventions de rééducation, psychomotricité, orthophonie, ergothérapie, voilà. Et puis ils auront le bénéfice aussi d'un gros accompagnement par des équipes éducatives, des AES, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, qui vont les préparer et les accompagner à acquérir des compétences et des connaissances pour pouvoir s'insérer dans la vie ordinaire. Et puis, nous avons des enseignants, comme je le disais tout à l'heure, qui vont prodiguer des enseignements proches des programmes scolaires, mais au niveau de l'âge des jeunes. Alors justement, je me tourne vers vous, Laetitia Laurent. Comment est-ce qu'on définit justement les besoins des enfants? Je pense notamment des enfants avec un trouble autistique. Comment est-ce qu'on définit leurs besoins pour les intégrer dans un IME, soit dans un UME, soit dans un UEMA aussi, parce qu'il y a les UEMA qui existent? Alors d'abord, je dirais que le plus important, ça va être quand même de s'appuyer déjà sur les parents. Ce sont quand même les parents qui ont la connaissance expérientielle de leur enfant. Et il est important d'aller... puis ils sont les représentants légaux, à juste titre. Donc je pense que s'il y a bien un interlocuteur premier, ce sont d'abord les parents qu'il faut aller rencontrer. Ils ont des fois déjà entamé des parcours de soins, des parcours d'accompagnement pour leur enfant. Et donc il y a déjà des choses qu'ils connaissent sur l'enfant qui sont intéressantes. Ils ont déjà décodé des besoins. Ils ont déjà repéré les spécificités de fonctionnement de leur enfant. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect en fait où toute l'équipe, que ce soit les éducateurs, les psychologues, les psychomotriciens, ils vont pouvoir aussi, en rencontrant l'enfant via des visites à domicile ou lors d'entretiens, pouvoir vraiment faire un début on va dire d'évaluation, de bilan, un petit peu des différentes compétences de l'enfant, dans quel champ. Et ce qui va être important, c'est à la fois les besoins, c'est-à-dire ce qu'on repère que l'enfant aurait besoin, mais aussi les compétences qu'il a en émergence, c'est-à-dire là où l'enfant a des points d'appui, c'est-à-dire que ce qui va être le plus important, c'est d'essayer de le faire avancer sur des choses qui vont être fonctionnelles pour lui dans la vie. Souvent, on va attendre des choses, des fois, que l'enfant il soit capable de travailler sur une posture d'élève en lui demandant d'être assis, forcément, à sa table, au pupitre, à l'endroit où c'est déterminé dans la classe, des choses comme ça. Et en fait, quand on est face à une situation, que ce soit de troubles TSA ou même d'autres troubles de situation de handicap, c'est plutôt de repérer quelle est la compétence. Peut-être que l'enfant, il est prêt à se concentrer, en fait, il est capable. Mais par contre, lui demander d'être assis, s'il y a un peu du trouble d'hyperactivité, c'est déjà trop. Donc, lui permettre de travailler d'abord, dans des premiers temps, sur une posture debout, ne serait-ce qui s'approche de la table, c'est déjà des approches, en fait. C'est comme ça que vont travailler, en fait, les professionnels. C'est qu'ils vont vraiment être dans une observation, une analyse, finalement, de ce que les parents vont pouvoir, eux, partager de leurs connaissances et ensuite de ce que les professionnels vont observer eux en parallèle, et ensuite c'est comme ça que va se construire le projet d'accompagnement de l'enfant où on verra forcément les besoins apparaître. Il y a justement un accompagnement différent par enfant parce qu'il n'y aura pas les mêmes façons d'évoluer. C'est forcément individualisé. On ne peut pas calquer, c'est-à-dire que quand on parle de trouble du spectre autistique par exemple, c'est un trouble, c'est large, c'est-à-dire que chaque personne autiste a ses spécificités de fonctionnement et on ne peut pas dire un tel est comme la même personne. En fait, elle va peut-être avoir des similitudes de fonctionnement ou des similitudes de stratégie à des moments donnés, mais ce ne sera pas forcément les mêmes pour chaque personne. Et donc, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on parle de projet individualisé d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est ça qui conditionne un petit peu le travail et les objectifs qu'on va mettre en place pour l'enfant avec sa famille. Et quelle va être la différence entre un IME et une UEMA ? Alors, tout l'avantage de l'UMA, c'est que c'est une unité qui va être inclue dans une école maternelle. En fait, c'est un petit groupe, en l'occurrence 7 enfants. On appelle ça une cohorte de 7 enfants qui vont être soit des petites ou moyennes sections au moment de l'arrivée dans l'UMA et qui vont avoir un plateau technique, c'est-à-dire qui va être complémentaire, en ce sens où on a une enseignante qui, elle, dépend de l'Éducation nationale. Et puis, on va avoir un plateau technique. Alors, sur les UMA, il y a des petites différences de plateau technique en fonction des fonctions, mais on retrouve toujours des fonctions éducatives, éducateurs spécialisés, des fois moniteurs éducateurs ou AES, ça dépend un petit peu de chaque UMA. On a souvent aussi de l'accompagnement psychomotricité. Ça, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour l'aspect sensoriel, parce que des fois, les enfants ne vont pas forcément avoir des grosses difficultés sur le plan moteur, mais par contre, quand on connaît le trouble TSA, on sait qu'il est important de prendre en compte toutes les hypo et les hypersensibilités, même les profils paradoxaux dans le champ sensoriel. Donc ça va vraiment être important. Et puis, on a aussi la psychologue
qui a vraiment un rôle assez important pour coordonner tout l'aspect de soins et en fait ce qu'on va appeler la guidance parentale, c'est-à-dire que à la fois il y a le travail d'accompagnement de l'enfant à l'école, mais il y a aussi beaucoup le travail qui se fait en visite à domicile avec les familles. Et on y reviendra justement dans une prochaine émission grâce à l'UEMA justement de Trappes qui vient d'ouvrir. Merci beaucoup Richard Sylvain, Ulloa Davis et Laetitia Laurent d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.